Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. L'école française peut-elle être égalitaire ? C'est en tout cas ce que tout le monde voudrait qu'elle soit, sauf que les rapports qui lui sont consacrés depuis les années 60 nous révèlent une toute autre réalité. Faisons-nous face à des ghettos scolaires ? Peut-on parler de séparatisme ? Quelle place pour le mérite et pour l'effort ? On en parle avec Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation. Donner le goût des sciences, de l'innovation et du numérique aux jeunes et en particulier aux filles, c'est le projet du concours Science Factor dont on vous parle dans quelques minutes. Nous retrouverons aussi Guillaume Ouattara qui reviendra sur la polémique autour de la présence d'Aya Nakamura aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais avant cela, place à l'actualité avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec le déplacement ce matin en Côte d'Or de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Elle venait témoigner son soutien à l'équipe éducative menacée la semaine dernière par un élève. Retour sur les faits, Guillaume. Oui, les faits qui se sont déroulés vendredi dernier au collège Édouard Herriot à Chenôve. On est en Côte d'Or, un collège plutôt tranquille, quand un élève de 3e pointe un couteau vers sa directrice avant de s'en prendre à un agent de maintenance. Voilà pour les faits. Comment ça s'est déroulé ? Eh bien, il y a quelques semaines, il a été exclu pour un différend avec sa prof d'anglais. Il réintègre la semaine dernière le collège avec l'interdiction d'assister à son cours d'anglais. Le problème, eh bien, c'est qu'il se rend dans ce cours d'anglais et sa prof le renvoie directement dans le bureau de sa principale. Là, il lui remet un papier. Et sur le papier, voilà ce qu'il est noté. Si vous lisez ce message, c'est qu'il y a une prise d'otage dans une de vos salles. Je ne fais ça pour aucune raison. Ah si, c'est pour mes frères qui sont morts le 18 novembre 2015. Madame la principale, veuillez déclencher l'alarme attentat et évacuer tous les élèves. Sur ces faits, donc après avoir tendu ce papier, il sort un couteau. Il pointe la principale du collège avec son couteau. Principale qui réussit à s'échapper du bureau. Acte 1. Acte 2. Il sort donc de ce bureau, s'enferme avec un agent de maintenance dans un autre bureau et le menace, là aussi avec le couteau. Altercation. L'agent de maintenance finit par s'enfuir et une brigade de police qui passait dans le coin et qui a vu l'agitation autour de l'établissement a pu l'interpeller. Alors, deux versions ont été données puisque le jeune homme a été entendu évidemment par les forces de police. D'abord, il explique qu'il voulait planter sa prof d'anglais, mais qu'il s'est ravisé parce que c'était un petit peu trop grave. Et puis finalement, fin de garde à vue, sa version change. Il dit qu'il aurait été recruté par des connaissances pour tuer cette enseignante, ainsi que 3 membres de l'équipe éducative. Les faits sont extrêmement graves. Cette dernière version, toutefois, explique le procureur, n'est pas du tout corroborée par les éléments recueillis dans l'enquête. Peut-être que le jeune homme souhaite tout simplement se donner une importance, toujours selon le procureur. C'est une volonté qui a été noté par l'expert psychiatrique qui l'a examiné. Alors on le disait, la ministre est venue témoigner son soutien et s'est entretenue donc avec l'équipe de ce collège. Oui, une équipe, on l'imagine, complètement ébranlée de par les faits, de par les revendications et de par l'inscription aussi dans une potentielle menace terroriste. Voilà ce que dit Nicole Belloubet. Nous avons été extrêmement choqués par ce qu'il s'est passé vendredi. Je les ai remerciés, les enseignants, l'équipe éducative, d'avoir mis en œuvre l'ensemble des procédures qui ont permis d'éviter le drame. Une information judiciaire a été ouverte contre le garçon, mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur un enseignant, personne chargée d'une mission de service public, mais aussi pour violence volontaire ayant entraîné des incapacités de moins de 8 jours sur la principale et l'agent de maintenance. 3 circonstances aggravantes, usage d'une arme, des faits commis dans un établissement scolaire et puis un préjudice sur des personnes chargées d'une mission de service public. Le maire de Chenôve, ville où s'est déroulé ce fait divers tragique, a réagi ce matin au micro de France Bleu Bourgogne. Il réclame plus de suivi psychologique pour les élèves. Saluer le courage de Madame la principale, Madame Boireau, qui a fait preuve d'un sang-froid absolument exemplaire. Saluer tout l'ensemble de la communauté éducative du collège qui va reprendre ce matin. Elle va comment, la principale du collège Herriot ? Vous l'avez eu au téléphone, vous l'avez vu ? Je l'ai eu au téléphone dans la nuit dans la soirée de samedi à dimanche. Voilà, elle va. Elle va. C'est compliqué, elle est très choquée. Je crois qu'elle prend conscience aussi de ce à quoi elle a échappé.
Voilà, c'était Thierry Falconet, donc le maire de Chenôve, au micro de France Bleu. Nous vous tiendrons évidemment informés des suites de cette affaire. On reste au collège désormais, mais sur un tout autre sujet, celui du diplôme national du brevet. Gabriel Attal a annoncé en fin de semaine dernière la baisse des taux de réussite de cet examen. Oui, il était en déplacement avec la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, c'était jeudi dernier, et il a annoncé une baisse de 5 à 15 points avec la fin des correctifs académiques. Écoutons le Premier ministre. C'est la fin des correctifs académiques aussi, je veux rappeler cette mesure, pour ce qui est du brevet notamment. On sort d'une époque, il faut le dire, où progressivement on s'est mis à cacher le véritable niveau des élèves au moment des examens et notamment du brevet. On met fin à cette pratique. On met fin à cette pratique parce que mentir aux élèves et à leurs familles sur leur niveau, ça n'est pas rendre service aux élèves, aux familles, pas rendre service à notre école et pas rendre service à notre pays. Et dans ce contexte, on a appris ce week-end la publication au journal officiel des mesures du choc des savoirs. Oui, malgré la cacophonie des dernières semaines, il faut le dire, avec des annonces et des contre-annonces et des réannonces, eh bien, certaines mesures sont actées, entérinées dans le journal officiel. Ça a été repéré par l'Humanité, donc on parle désormais de regroupement des élèves de 6e par des groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs en français et en maths. Existe donc le terme de groupe de niveau, mais des groupes constitués en fonction des besoins. La généralisation, elle se fera à la rentrée 2025. Pour les 4e et les 3e. On parle également de groupes pour les élèves les plus en difficulté qui bénéficieront d'effectifs réduits. Réaction de la SNES-FSU dans un communiqué. Comme à chaque réforme néolibérale, SIC, l'organisation est renvoyée au local derrière la souplesse affichée. C'est en fait une dérégulation supplémentaire, chaque établissement pouvant adopter une organisation différente des autres. D'autres mesures qui ont été entérinées dans le journal officiel, à savoir notamment le redoublement qui sera décidé par le Conseil des maîtres à l'école primaire et non plus proposé aux familles, changement de verbatim. Autre innovation dont le Premier ministre, quand il était ministre de l'Éducation nationale, avait parlé, la création d'une classe préparatoire à la classe de seconde pour consolider les acquis des élèves de 3e avec le plus de difficultés. Des annonces, Guillaume, qui interviennent alors qu'un mouvement de grève des enseignants est prévu demain, mardi 19 mars. Oui, la dernière grève, le 1er février, avait réuni 47% de grévistes selon le syndicat SNES-FSU majoritaire, 20% selon le ministère. Pas de chiffres, pas d'estimation pour l'heure, mais certains parents d'élèves savent d'ores et déjà que les classes seront fermées. Et puis, il y a des villes qui sont tout particulièrement engagées. C'est le cas de Bordeaux qui promet 4 jours de mobilisation intense. Le mardi 19 mars, la grève nationale. Le mercredi 20, rassemblement devant le rectorat avec remise de cahiers de doléances à midi. Et le jeudi 21, ça sera une journée de mobilisation devant les écoles et collèges. Et ça terminera le samedi 22 avec une réunion public, halte à la casse de l'école publique, une riposte collective s'impose. Merci Guillaume. Faire en sorte que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite et les mêmes accès à l'apprentissage, c'est le pilier de notre école républicaine. Et pourtant, eh bien, les chiffres sont édifiants avec des établissements ghettos où on ne se mélange plus. Engagé dans ce combat depuis plus de 10 ans, Najat Vallaud-Belkacem est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes présidente de France Terre d'Asile, directrice de l'ONG One, ancienne ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement de Manuel Valls, ancienne ministre des droits des femmes sous Jean-Marc Ayrault, et justement mandat pendant lequel vous avez renforcé la loi de 2014 sur le droit à l'IVG, la constitutionnalisation de l'IVG, de ce droit. Donc le 8 mars dernier a dû être un moment particulièrement émouvant pour vous. Oui, surtout l'aboutissement, comme vous le dites, d'une série d'efforts qui ont été construits par différentes personnes, en fait, différents gouvernements, différents ministres. Et je pense que, en fait, c'est comme ça que se conquièrent les nouveaux droits. C'est vraiment en acceptant qu'il n'y a pas une famille politique qui a la science infuse ou qui a l'action infuse, et que c'est vraiment par bribes, par sédimentation. Donc j'étais très, très heureuse de cette constitutionnalisation parce que, franchement, d'abord, contrairement à ce que certains disent, ça signifie quelque chose. Un droit est beaucoup mieux protégé quand il est dans la Constitution plutôt que simplement dans la loi. Et il est beaucoup plus dur à détricoter. Et puis, deuxièmement, le message envoyé à l'étranger est énorme. Moi, je connais beaucoup d'activistes pour disposer de son corps à travers le monde qui sont dans des pays où elles n'ont vraiment pas ce droit et qui regardent la France en se disant « Waouh, non seulement ce droit peut exister, mais il peut même être préservé comme ça. Alors, on va se battre encore plus. » Et je trouve que c'est fabuleux. Vous avez écrit ce livre.
avec François Dubet, qui est sociologue, chercheur. Le ghetto scolaire, pour en finir avec le séparatisme, paru aux éditions du Seuil. Vous démarrez ce livre, et c'en est même le sous-titre d'ailleurs, avec un mot très fort, le séparatisme. C'est un sentiment ou un constat, ou les deux ? Non, c'est un constat malheureusement très très objectif. Vous savez que 10% des établissements scolaires aujourd'hui concentrent les plus aisés, 10% des établissements scolaires concentrent les plus défavorisés. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que bien sûr, au milieu de ces deux extrémités-là, vous avez des établissements qui sont un peu plus mélangés. Mais enfin, le problème, c'est que ça ne cesse de se dégrader. Beaucoup d'enfants ne se croiseront plus dans le système dans lequel on est en train de baigner. Parce que tout simplement on a laissé des ghettos scolaires s'installer, que ce soit des ghettos de pauvres ou des ghettos de riches, on pourra en parler tout à l'heure. Et le problème, c'est qu'on en voit les effets sur ceux qui sont dans les établissements de pauvres, entre guillemets, qui connaissent une concentration de difficultés, des gamins qui sont tous issus de familles, disons, avec des difficultés sociales, mais du coup aussi des familles avec des moindres aspirations ou ambitions scolaires, de la détérioration du climat scolaire, une moindre foi portée dans l'effort ou le rendement de l'effort scolaire. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les établissements qu'on va qualifier, pour aller vite, pauvres. Mais dans les établissements riches où l'entre-soi est la règle, c'est pas beaucoup mieux, parce que c'est aussi une forme d'élite qui ne fréquente pas le reste de la société, les classes populaires, et qui, un jour, une fois adulte, est amené à exercer des responsabilités. On en voit beaucoup en politique, par exemple, et à prendre des décisions qui vont concerner toute la population, mais sans savoir de quoi elle parle, puisqu'elle n'a fréquenté que dans l'entre-soi des gens qui lui ressemblaient. Donc, si vous voulez, les deux, de façon différente, sont amenés à souffrir de ce séparatisme et à être lésés par ce séparatisme, qui par ailleurs est un vrai problème pour notre société tout entière. Collectivement, le fait de donner à penser que le destin des individus est gravé dès le plus jeune âge et en fonction de la catégorie sociale de vos parents, c'est complètement délétère. Vous perdez toute motivation et puis vous avez du mal à faire nation, à vous reconnaître dans les autres, à trouver votre place. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est dit qu'il fallait écrire sur le sujet et surtout tirer le constat qu'il y a des choses qui sont faisables pour remédier à cela. Oui, c'est ça, avec des mesures qui sont effectivement énumérées et qui pourraient être assez simples, vous le dites dans le livre. Uniforme, plus de cours d'éducation civique, d'ailleurs on parle d'instruction civique, on va y revenir, la Marseillaise, le SNU. Vous dites, on invoque l'ordre sans évoquer la justice. C'est une des premières phrases du livre, alors j'ai tout annoté, j'ai mis du stabilo partout, mais parce que chaque phrase on s'y arrête, tellement c'est juste, tellement c'est judicieux en tout cas. On a le sentiment de vivre cette réalité. Est-ce que vous pensez, en fait, que l'école est pensée à l'envers ? On pense justice plutôt que de penser, finalement, égalité et droit ? Moi, je pense surtout qu'on est dans un système, et vous savez que de ce point de vue, la France est un peu particulière. Le poids du diplôme, la pression, l'emprise scolaire, la pression mise sur, grosso modo, la nécessité pour les enfants de réussir, et cette conviction profonde que beaucoup de parents ont que pour que leur enfant réussisse le mieux possible, il faut que le reste des enfants échoue. Donc la compétition, la concurrence, il pourrait en aller autrement. Je veux dire, on pourrait considérer l'école non pas comme le lieu de la compétition, du tri, et du coup pour avoir une forme d'élitisme, etc. On pourrait la considérer comme le lieu où chaque enfant est éducable pour en tirer le meilleur et l'amener le plus loin possible. Mais c'est l'école, qui amène à ça, ou vous pensez que ce sont les familles, justement, les citoyens français qui sont dans cet esprit de compétition ? C'est la culture française, je pense. François Dubet, avec qui j'ai écrit ce livre, par le passé, avait produit un très beau livre que je vous conseille aussi, qui s'appelle « La préférence pour l'inégalité », et dans lequel il racontait ce qui fait un petit peu notre ADN en France, c'est-à-dire qu'à la fois liberté, égalité, fraternité, des grands discours, des grands mots, des grands idéaux, mais en fait, derrière cette impression qu'il faut absolument écraser les autres pour leur passer par-dessus, et qui va profondément imprégner le système scolaire, avec notamment cette notion d'élitisme. Par exemple, tous ces discours autour de l'enseignement supérieur n'est pas fait pour tout le monde, c'est normal d'être malthusien à l'entrée de l'université, etc. Toutes ces formes d'injustice que vous ressentez systématiquement dans l'école. Une injustice, bien sûr, parce que la vérité, c'est que à chaque fois qu'on dit c'est pas fait pour tout le monde, le sous-entendu, c'est
les plus pauvres, en fait, n'ont pas leur place là. Alors, on dit les plus en difficulté, mais quand vous prenez les chiffres objectifs, et c'est ce qu'on fait dans le livre, en fait, à chaque fois, il y a une corrélation entre le fait d'être en difficulté scolaire et le fait d'être en difficulté sociale. Et notamment parce que vous baignez dans un environnement familial, culturel, etc., dans lequel l'école n'apparaît pas comme une évidence avec tous les codes qui vont avec. Vous êtes mal orienté. Et donc, tous ces sujets-là sociaux sont corrélés à la difficulté scolaire, et donc tous les gouvernements ou tous les observateurs qui vont dire oui, mais en fait il suffirait que les enfants fassent des efforts, le mérite, etc., c'est accessible à tout le monde, font exprès de ne pas comprendre la réalité. La réalité, c'est que intérioriser le sens de l'effort, l'exigence, le mérite, etc., c'est un apprentissage que l'on trouve dans son environnement familial, culturel, qui n'est pas toujours donné dans tous les environnements. Et donc, le rôle des pouvoirs publics, c'est de venir pallier quand ça n'est pas le cas. Donc, c'est de s'intéresser vraiment au sort de chaque enfant à l'école. Pour vous, le gouvernement et le ministre, la ministre de l'Éducation aujourd'hui ne s'intéresse pas suffisamment. Par exemple, quand on parle d'uniforme à l'école, pour vous, on est complètement à côté, on est en marge de la situation actuelle de l'école. Ah oui, franchement, on est complètement à côté de la plaque. Ça se passe même de tout commentaire. Honnêtement, d'abord, si on a de l'argent. Si on a de l'argent à dépenser, je veux dire, tout le monde sait où l'école pêche. Elle pêche dans les trop faibles rémunérations des enseignants. Si on a de l'argent, consacrons-le à mieux payer les enseignants. Elle pêche dans un certain nombre d'établissements, justement, ceux qu'on évoque dans ce livre, qui sont à la fois ghettoisés et puis dans un état d'entretien absolument déplorable. Sur le bâti scolaire. Le bâti scolaire, on parle beaucoup des établissements de la Seine-Saint-Denis, où on voit, franchement, des rats qui circulent, l'eau de pluie qui coule. Et les familles, les enseignants qui aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui se manifestent. Absolument. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Et il faut vraiment que les parents, en effet, prennent le taureau par les cornes sur ces sujets-là, les fédérations de parents d'élèves. Donc, si on a de l'argent à dépenser, dépensons-le là-dedans. C'est ça qui nous permettra de faire nation, de retrouver cette cohésion qui manque, de donner le sentiment aux élèves qui sont accueillis dans ces établissements, qui comptent pas pour du beurre, qui comptent pour de vrai, qu'on veut leur réussite. Vous croyez vraiment que l'uniforme, ça vient régler un quelconque de ces sujets? Je ne crois pas, non. Mais quand le Premier ministre, donc Gabriel Attal, et la ministre de l'Éducation, aujourd'hui Nicole Belloubet, parlent de revenir à l'ordre, à l'autorité, finalement, pour pouvoir calmer les enjeux sociaux aujourd'hui, pour pouvoir réinstaurer ce qu'ils appellent une sorte d'unité de nation, pour faire corps avec la nation, faire corps avec l'enseignement. Vous pensez aussi que c'est une idée qui ne va pas du tout dans le sens de la mixité ? En fait, je pense que c'est un sujet intéressant, la question de l'autorité et de la discipline, mais qu'il faut le traiter avec sérieux, ce sujet. Si vous voulez, par exemple, tous les discours qui se contentent de reprocher aux enseignants d'être trop laxistes, parce qu'en fait, c'est ça, quand on dit qu'il faut plus d'autorité, le sous-entendu, c'est « oh là là, ces établissements scolaires qui sont trop laxistes ». C'est des discours qui me sont profondément insupportables, moi, parce que je trouve que les gens qui les tiennent ne s'interrogent jamais sur le fait que notre société a évolué. Je vais vous en prendre une illustration qui va vous parler, je pense, même dans le rapport parent-enfant. Moi, quand j'étais enfant, avec mes parents, le soir, quand on dînait à table, les enfants ne prenaient pas la parole, ils n'ouvraient pas la bouche, c'était les adultes qui parlaient. On a évolué ces dernières décennies, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, je suis parent moi-même, mes enfants, c'est tout juste si les adultes peuvent en placer une autour de la table. Et je le dis en souriant, parfois c'est même irritant, mais parce que c'est plus du tout le même rapport. On était dans un rapport vraiment de ultra-discipline à l'égard de nos parents. Et tout ça change avec le temps, avec la société. Les enfants sont autonomes de plus en plus jeunes. On les pousse d'ailleurs à être autonomes, prenez en charge le changement climatique, etc. Donc, c'est dans cet univers-là, ils sont abreuvés d'informations. À notre époque, on n'avait pas toutes ces informations. C'est dans cet univers-là que les élèves d'aujourd'hui évoluent et que donc les professeurs d'aujourd'hui évoluent. Donc, installer une autorité avec les enfants dans toute leur hétérogénéité, c'est devenu quelque chose de très compliqué par rapport à ce que c'était il y a quelques décennies. Et donc, c'est compliqué partout, dans tous les établissements, dans tous les territoires. Parents, et c'est compliqué pour les enseignants. Et donc, première chose, avoir l'humilité de se dire on est face à un sujet, donc ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'autorité, mais il faut la penser autrement. Par exemple, je suis convaincue que dans une salle de classe, la façon d'y remédier, c'est moins d'être dans le cours magistral et puis si tu ne suis pas, tant pis pour toi, etc., que d'être, au contraire, dans l'accompagnement personnalisé des élèves
pour qu'ils apprennent à apprendre et qu'ils intériorisent la fameuse exigence. En fait, la véritable exigence, c'est pas celle de taper du poing sur la table, c'est comme un parent avec ses enfants. C'est celle d'arriver à faire intérioriser le goût de l'effort, le sens des efforts qu'on fait, etc. Donc, intérioriser l'exigence aux élèves. Et pour faire ce genre de choses, eh bien, on serait bien plus pertinent si on formait mieux nos enseignants. La formation continue, franchement, c'est le parent pauvre de l'éducation. Aujourd'hui, chacun le sait. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, les professeurs des écoles ont un droit de formation continue qui est de l'ordre de 18 heures par an. 18 heures. Et ils sont mieux lotis que ceux du secondaire, puisque ceux du secondaire n'ont même pas la garantie d'un chiffre. Eh bien, comparez ça avec la Suède ou Singapour, dans laquelle les professeurs ont 100 heures de formation continue par an. Donc, en fait, c'est par cette formation continue qu'on apprend à mieux gérer des classes hétérogènes, qu'on apprend à accompagner de façon individualisée les élèves et qu'on ne se laisse pas dépasser par cette nouvelle donne que j'explique, où les élèves ne ressemblent pas à ceux des années 50 et où il faut quand même leur faire apprendre, quoi. Alors, il faut plus de mixité sociale aujourd'hui, c'est ce que vous expliquez. Alors, je grossis le trait, évidemment, c'est beaucoup plus complexe et fouillé que cela, mais c'est ce que vous dites tout au long de ce livre avec François Dubet, donc je rappelle, qui est sociologue-chercheur. On va revenir sur les chiffres, tout simplement, pour qu'on ait un constat simple. Je ne vais pas vous demander de détailler tous les chiffres, mais la France est le pays où les inégalités devant l'éducation sont parmi les plus élevées des pays développés. Est-ce que c'est nouveau comme constat, ou est-ce que déjà, quand vous arrivez donc, en tant que ministre de l'Éducation nationale en poste, c'est déjà le cas, donc c'était il y a 10 ans. Est-ce que c'était le cas aussi 10 ans auparavant ? C'est malheureusement une réalité qui date d'un certain nombre de décennies maintenant. Il faut aussi avoir en tête, si vous voulez, et ça aussi, ça explique pourquoi il y a un fort malentendu parfois avec les observateurs qui vous parlent de ces sujets-là. Beaucoup d'entre eux vous racontent le collège de leur enfance, l'école de leur enfance. Mais cette école ou ce collège ont profondément évolué. Ils ont profondément évolué d'abord parce que autrefois, les classes populaires, elles s'arrêtaient très tôt dans la scolarité, soit à la fin de la primaire, soit à la fin du collège. Très rares étaient les enfants d'ouvriers à aller au lycée. Donc, en fait, le vrai moment où ça commence à changer, c'est quand même les années 80, où vous allez avoir une vraie hétérogénéité des publics qui sont au collège, qui sont au lycée. Puis progressivement, avec aussi un certain nombre de phénomènes urbains, de crises de banlieue, etc., vous avez des territoires qui deviennent des territoires qui paraissent menaçants, des établissements scolaires qui deviennent des établissements à problème. Alors l'éducation prioritaire va essayer de répondre à tout cela en donnant plus de moyens aux établissements, mais même avec cette politique publique plutôt vertueuse d'éducation prioritaire, on conforte d'une certaine façon dans l'esprit des gens l'idée qu'il y a des établissements à problème. Alors les parents qui cherchent toujours le meilleur pour leur enfant vont essayer de fuir à chaque fois qu'ils le peuvent, et c'est comme ça qu'on commence à avoir cette fuite, soit vers d'autres établissements publics, soit vers le privé, qui va se cristalliser et augmenter au fil des décennies. Et donc, oui, quand moi je suis ministre, je suis confrontée à ça, mais même avant moi, quand Sarkozy était président, il est aussi confronté à ça. Et la chose intéressante qu'on aborde dans le livre, c'est de se dire quelles ont été les réponses apportées. Et en fait, pendant longtemps, l'unique réponse apportée pour remélanger les gens, ça a été de jouer sur la carte scolaire. On va la rigidifier. Vous voyez ce qu'est la... Oui, évidemment, on est sur School TV. La rigidifier ou au contraire l'assouplir. Alors généralement, la droite disait l'assouplir, ce que avait fait Nicolas Sarkozy, laisser les familles libres d'aller où elles veulent. La gauche disait plutôt rigidifier, il faut respecter les règles communes pour le bien commun. Et pour favoriser aussi la mixité scolaire. Et pour favoriser la mixité. Sauf que la vérité, c'est que ces deux mécanismes sont insatisfaisants. Parce que si vous l'assouplissez, les familles qui ont les moyens fuient et du coup, ceux qui restent sont surségrégés. Si vous la rigidifiez, vous emprisonnez des destins. Alors du coup, les familles vous disent « Ok, déjà, j'habite dans un quartier pas terrible, vous m'obligez à rester ici. » pour mon établissement. Donc du coup, ce qui s'est passé, moi, quand je suis devenue ministre, à partir de 2015, ce que j'ai voulu faire, c'est tenter toute autre chose. Plutôt qu'une mesure uniforme qui vienne du haut et qui s'applique à tout le monde, comme ça, j'ai lancé un appel aux départements qui sont en compétence pour les collèges. C'était les collèges qui m'intéressaient, c'est là que l'absence de mixité est la plus forte. J'ai dit aux départements, écoutez, on va partir de vos territoires plutôt, et on va vous proposer un panel de solutions possibles pour recréer de la mixité dans vos établissements. Vous
choisirez celle qui vous convient le mieux, parce que c'est pas la même chose d'être en ruralité ou en urbanité, etc. Et on vous accompagnera pour la mettre en place. Et donc, il y a 82 territoires qui ont accepté de venir. Dedans, il y avait 56 collèges différents. Et chacune de ces collectivités, au terme d'un travail, mais vraiment, je vous assure, en dentelle, recteur, DAZEN, département, tous ensemble, etc., a conçu des solutions diverses. Ça peut être, on va fusionner 2 collèges, où il y avait des populations assez diverses et on va les mélanger. On va fermer des collèges très problématiques et envoyer les élèves ailleurs. On va développer une attractivité particulière pour tel collège, comme par exemple à Montpellier, je me souviens le collège Simone Veil, où on va installer la culture anglophone pour que ça attire y compris des gens qui auraient voulu le fuir, etc., etc. Donc en fait, ces panels de solutions, ils ont été testés dans ces différents territoires et, à ma demande, évalués par des chercheurs qui les ont accompagnés pendant les 7 ans qui ont suivi. Donc, on se retrouve au printemps 2023. Donc, moi, j'étais plus ministre, c'était l'année dernière. Et les chercheurs en question, Julien Grenet, Élise Huillery, Youssef Souidi, vont tirer les conclusions. Ils ont vraiment suivi la cohorte des élèves, ils les ont vus évoluer, etc. Et leur évaluation est vraiment très positive. Oui, vraiment. On retrouve d'ailleurs ces évaluations effectivement dans ce livre, je rappelle le titre. Donc, Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme, livre que vous avez écrit avec François Dubet, qu'on retrouve aux éditions du Seuil. Je voudrais revenir, évidemment, parce que le temps presse et c'est toujours intéressant, passionnant de discuter avec vous. La ministre de l'Éducation nationale a conforté hier la mesure prise par Gabriel Attal de former des groupes de niveau. Est-ce que pour vous, c'est la continuité justement d'une société qui entérine le principe d'inégalité ? Alors, moi, je suis complètement défavorable aux classes de niveau. Je pense que vous l'aurez compris, si je demande de la mixité sociale, c'est aussi pour qu'on ait de la mixité scolaire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut mélanger les élèves. C'est un tri silencieux pour vous ? Oui, évidemment, les classes de niveau, pour moi, c'est un tri silencieux. Et surtout, on sait très bien à nouveau qu'il y aura corrélation avec l'origine sociale. Si vous voulez, notre système scolaire, pour être clair, il connaît déjà des classes de niveau. D'une certaine façon, les SEGPA, qui existent aujourd'hui dans le système scolaire. C'est très intéressant de voir, donc c'est fait pour des élèves avec des lourdes difficultés, mais c'est très intéressant d'aller creuser et de voir que plus de 70% des élèves actuellement en SEGPA sont des enfants d'ouvriers. Enfin, je veux dire, quand vous regardez la société qui vous entoure, vous vous rendez bien compte que la grande difficulté scolaire, elle n'est pas concentrée chez les enfants d'ouvriers, elle est un peu partout. Dans des familles bourgeoises, on a des enfants qui parfois ont des problèmes, etc. Comment ça se fait que dans les SEGPA, on retrouve cette concentration sociale? Donc les classes de niveau, on sait très bien ce que ça donne. À la fin, c'est toujours ceux qui ont des parents moins aptes à les accompagner, etc., qui vont se retrouver ainsi relégués dans des classes dites de faibles, dans lesquelles ils intérioriseront le fait qu'il n'y a pas de réussite possible pour eux. C'est ça qui va se passer. Mais pour ceux qui sont plutôt favorables, alors on va y venir pour les bons justement, mais pour ceux qui sont plutôt favorables à l'idée effectivement de ces groupes de niveau pour les plus faibles, qui seraient donc au fond de la classe et qui ne suivraient pas. Certains parents disent, mais moi j'ai envie qu'on puisse aider mon enfant, j'ai envie que certains puissent l'aider à mieux comprendre, à mieux s'organiser pour pouvoir rattraper. Est-ce que cette idée de groupe de niveau sur quelques mois alors, si ce n'est sur 1 an ou sur 2 ans, pourrait être pensée, pourrait être établie et donc du coup judicieuse ? Alors, elle peut paraître comme ça, pourquoi pas, vue de l'extérieur, sauf que quand on connaît l'éducation nationale et la façon dont ça fonctionne de l'intérieur, on sait très bien que quand on installe du provisoire, le provisoire est un provisoire qui dure. Et vous allez voir que ça ne sera pas redétricoté derrière, c'est-à-dire qu'on installera l'idée que c'est une bonne chose pour les plus faibles d'être mis à part, mis de côté. On fait croire aux parents que ça va être une bonne solution parce qu'on accompagnera mieux leurs enfants. Mais si on a les moyens d'accompagner de façon personnalisée les enfants, faisons-le dans le cadre des groupes classes tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc, vous voyez bien d'ailleurs, si les enseignants sont en grève, c'est parce qu'ils vous disent on cherche à nous imposer ça sans créer de moyens nouveaux, sans avoir d'enseignants supplémentaires. C'est des questions de moyens, évidemment. Ça veut dire que les meilleurs sont encore meilleurs et les moins bons, finalement, resteront moins bons avec un vrai tri qui va s'opérer. Mais est-ce qu'on est d'accord aussi que c'est ce second point qui pose débat, c'est-à-dire que le fait que, finalement, l'impact des groupes de niveau sur les meilleurs n'est pas vraiment très important? C'est-à-dire former des groupes de niveau sur les meilleurs, ça ne va pas vraiment les rendre vraiment meilleurs. Donc, ce qui va jouer, ça va être vraiment sur les moins bons.
En fait, si vous voulez, sur les meilleurs, quel effet est-ce que ça aurait ? La réalité, je sais que ça paraît contre-intuitif comme ça, mais c'est justement ce qui ressort de la recherche qui est évoquée dans ce livre, c'est que les meilleurs tirent parti du fait d'être mélangés avec des élèves de moins bon niveau. Il faut vraiment comprendre ça. Ça paraît contre-intuitif parce qu'on se dit, mais non, on va plus vite si on est entouré de bons. Sauf que non. D'abord, quand vous êtes dans chaque classe, vous avez toujours des gens à la traîne par rapport à des gens qui sont les meilleurs. Donc si vous mettez que des meilleurs dans une classe, déjà parmi eux, vous en aurez qui seront considérés comme à la traîne, puisque c'est ainsi, c'est inconscient, mais on les classe comme ça. Deuxièmement, dans les classes plus mixtes scolairement, il est apparu qu'il y a plus de coopération entre les élèves, moins de compétition, un peu comme on voit en classe prépa, au péril de sa santé, etc. Plus de coopération, y compris avec des meilleurs qui se retrouvent souvent en situation d'expliquer aux moins avancés quelque chose qu'ils n'ont pas compris. L'acte d'expliquer, c'est un acte qui vous permet d'encore mieux apprendre et d'encore mieux comprendre. Donc même les meilleurs tirent parti du fait d'être dans cette situation-là. Ce qui est problématique, et je comprends que les parents parfois se posent la question, c'est les problèmes de discipline. Ça, c'est un autre sujet. C'est, par exemple, quand dans une classe, vous allez avoir des enfants qui sont perturbateurs, qui vont empêcher que le cours commence exactement à l'heure, etc. C'est pas une question de niveau. Mais ça, c'est pas les questions de niveau, c'est la question de la discipline. Et il ne faut en effet jamais laisser l'indiscipline s'installer au point qu'elle soit problématique pour la progression scolaire. Mais ça, c'est une autre question. C'est encore une fois la question de la formation des enseignants, notamment à gérer leur salle de classe, mais c'est aussi la présence de CPE, par exemple, dans les établissements scolaires. Il y a des établissements qui sont extrêmement grands, avec beaucoup d'élèves, et qui ont juste un CPE pour tout le collège ou le lycée. C'est un problème, il en faut plusieurs. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut choisir le mélange à chaque fois qu'on le peut et se donner les moyens de gérer ce mélange, ce qui signifie notamment des effectifs de classe moins nombreux. Mais juste pour finir sur les effectifs de classe moins nombreux, gardez à l'esprit que d'ici 2027, c'est demain 2027, on va perdre 500 000 élèves compte tenu de la chute de la démographie scolaire. 500 000 élèves en moins. Donc normalement, les pouvoirs publics ont tout à fait les moyens de dire on en profite pour réduire le nombre d'élèves par classe, au lieu de chercher à faire des économies sur l'éducation. Là, oui, on fait des économies, puisque en fait, ce sont les classes qui ferment et des professeurs qui sont manquants. Juste une réaction à cette phrase passionnante, parce que vraiment, ça a fait tilt quand je l'ai lu. C'est le tombeau des Danaïdes. Pour lutter contre la ségrégation sociale, on crée de la ségrégation scolaire qui, dans l'immense majorité des cas, concernera les mêmes élèves. Oui, voilà. C'est exactement ce que je viens de dire. Et c'est le tiraillement permanent auquel sont confrontés notamment les proviseurs, les principaux de collège, qui, voyant par exemple la fuite vers le privé des familles les plus aisées, etc., qui auraient dû arriver chez eux, se disent, pour les retenir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rassurer sur le fait que si elles mettent leurs enfants chez nous, l'enfant en question ne sera pas mélangé avec la masse, il se retrouvera dans une classe de meilleurs, avec des options à part, etc. Et ça, c'est un problème pour moi parce que, au motif de retenir des familles, donc de faire de la mixité sociale, en fait, on recrée de la ségrégation, du séparatisme au sein de l'établissement avec de l'absence de mixité scolaire. Et je pense que vraiment, ce qui doit guider les pouvoirs publics, c'est d'emmener vers les deux, mixité sociale et mixité scolaire. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. J'aimerais beaucoup rester avec vous pendant 2 heures pour discuter de ce livre passionnant que vous avez écrit avec François Dubet aux éditions du Seuil. Mais malheureusement, le temps nous est compté. Mais merci d'avoir été là. Je vous recommande donc ce livre à trouver dans toutes les bonnes librairies, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc présidente de France Terre d'Asile, directrice de l'ONG One et ancienne ministre. Mais ça, tout le monde le sait évidemment. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Najat. On marque une courte pause. On se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Claudine Schmuck. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice du concours Science Factor, un concours absolument formidable. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Science Factor, ça a démarré en 2011. Comment vous avez eu l'idée de créer Science Factor ? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que quelques années auparavant, j'avais lancé une étude sur les femmes dans la tech. Et je me suis rendu compte que finalement, elles étaient
très minoritaires. Et elles sont, hélas, toujours très minoritaires. Donc, je me suis dit, mais comment faire pour qu'on passe de cette situation un peu alarmante à une situation où on a plus de jeunes femmes dans ces métiers. Et donc, j'ai décidé de monter ce concours Science Factor en faisant appel à leur sens, leur goût de l'environnement, de soins aux autres, de l'attention aux autres. Et donc, c'est un concours d'innovation citoyenne où on leur demande de nous présenter des projets au service de tous. Mercredi 20 mars, journée nationale Science Factor, 7 innovations scientifiques et citoyennes de l'année donc vont être toutes pilotées par des filles, puisque c'est les filles qui sont à l'honneur. Évidemment, les garçons sont aussi les bienvenus, au contraire. 2 équipes, vous allez nous raconter, avec plein de projets qui sont absolument fantastiques. Des exemples de projets qu'on peut retrouver? Alors, on a un projet, comme vous l'avez dit, chaque année, on a un joli lot de projets. Cette année-ci, parmi ceux qui sont véritablement un peu... Qui nous racontent des problèmes qui s'opposent dans la société et qui nous en disent plus sur ce que les enfants veulent faire, on a un projet de baromètre de bien-être à l'école. Très important, parce qu'on le voit, les jeunes ont beaucoup de mal aujourd'hui, la santé mentale des jeunes étant le plus bas. Et donc on a besoin effectivement de se rendre compte, aide à l'appui avec des chiffres, effectivement, de l'état des jeunes. Donc en fait, ils veulent prévenir les situations de harcèlement qu'ils ont eux-mêmes observées. Et ce qui est très émouvant, c'est que la jeune fille qui pilote l'équipe, en fait, elle-même a fait l'objet de harcèlement quand elle était plus petite. Et donc elle a imaginé une solution avec une borne assez simple que les élèves peuvent aller compléter et qui leur permet d'être connectés, mais en toute discrétion, avec des gens pour les aider. Donc voilà un exemple de projet extrêmement intéressant. Et puis on a aussi d'autres solutions qui montrent qu'ils sont vraiment à l'affût et attentifs à ce qui se passe autour d'eux, puisqu'on a un projet qui s'appelle Brain Body et qui, lui, met l'intelligence artificielle au service de la maladie, au service des personnes atteintes d'Alzheimer. Donc pour imaginer une solution, une application qui va être un peu plus à l'affût et un peu plus en prise avec les besoins à la fois des aidants et des patients. Donc je pense qu'on a là 2 projets qui sont extrêmement intéressants. Et puis il y a des projets beaucoup plus pratico-pratiques, pile plus dans le domaine de l'énergie, où tout simplement ils ont pensé à quelque chose de tout simple. Vous comme moi, on a des objets avec des piles, et puis parfois les piles on s'en débarrasse, mais il y a encore un petit peu d'énergie dedans, il y a un petit peu de jus. Donc ils ont inventé une solution pour récupérer l'énergie qui reste dans les piles usagées et la réutiliser, la stocker, la réutiliser. Très ingénieux en effet. Si on parle par exemple du projet sur Alzheimer, est-ce que ces jeunes ont été accompagnés par des chercheurs, des scientifiques pour pouvoir réfléchir au mieux ce projet? Alors ça va être ce qu'on va faire s'ils sont lauréats. On va les accompagner de cette façon-là, absolument. Mais là, pour l'instant, ils ont quand même eu déjà un très bon réflexe, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans des EHPAD, ils sont allés à la rencontre de personnes atteintes d'Alzheimer. Et en fait, ce qui est très frappant dans tous les projets Science Factor, c'est qu'à chaque fois, ça s'enracine dans une situation personnel. Encore une fois, là, dans cette équipe, on a des jeunes dont la grand-mère a été atteinte d'Alzheimer. Et donc, ils ont pu voir ce qui se passait, comment ça se passait, et ils sont en contact, aux prises avec la réalité. Donc, eux, ils sont en prise avec la réalité, et s'ils gagnent, on les accompagnera avec des chercheurs. Alors, la journée, justement, du 20 mars, cette journée nationale Science Factor, se passera chez You Know Why, qui est la première EdTech française et partenaire de l'événement. Les projets seront présentés dans ce fameux campus de Neuilly-sur-Seine, dans lequel nous sommes aussi, nous, School TV, implantés, et qui reflète justement tout ce qu'on appelle l'EdTech, donc tout ce qui est technologique lié à l'éducation, et qui va être favorisé. J'imagine qu'en fait, les jeunes sont extrêmement friands de ce genre d'événements. Ah ben, ils adorent. Quand ils arrivent ici et qu'ils voient le site, ils ont des étoiles dans les yeux. Parce que déjà, tout ce qu'on trouve sur le site est absolument épatant. Toutes les web radios, les projets, les ateliers qui sont à côté sont absolument merveilleux. Votre infrastructure est très stimulante. C'est un environnement extrêmement stimulant pour les jeunes. C'est un privilège d'avoir You Know Why à nos côtés comme partenaire de notre concours. Alors comment, effectivement, Science Factor contribue à promouvoir la diversité et l'inclusion dans le domaine des sciences de la technologie à travers Science Factor? En fait, il se trouve que on a été repéré par des structures qui nous ont décerné, pas un prix, mais qui nous ont reconnu comme une bonne pratique, qu'ils ont voulu voir se développer en France. Et du coup, c'est vrai qu'on a lancé en 2023 un projet très ambitieux qui fait qu'on a lancé une exposition sur les femmes de la tech qui innovent pour nous, qu'on est en train de déployer dans toute la France. Et en l'espace de 18 mois, on a eu une appétence des collèges extrêmement forte, collège REP,
REP+, zone rurale. Et on a à peu près 600 collèges qui accueillent l'exposition, parce qu'on a plein de jeux d'exposition qui transitent dans toute la France. Et c'est un premier pas pour éveiller les élèves, avec l'aide de leurs professeurs, au rôle qui peut être celui des femmes dans la tech. Alors, par exemple, moi je ne suis pas très bonne en sciences, mais en revanche ça me passionne. Est-ce qu'il faut être bon en sciences, donc très bon étudiant, pour pouvoir participer à Science Factor? Non, pas du tout. Il faut être sérieux, il faut être persévérant. Et d'ailleurs, c'est assez frappant ce que vous dites, vous tapez juste, parce que c'est vrai qu'en réalité, on voit que beaucoup de jeunes filles, par exemple même dans les écoles d'ingénieurs, disent « j'ai fait ces études parce que j'étais passionnée par ce que je voulais faire, que ce soit dans l'environnement ou dans d'autres domaines, et les professeurs m'en ont dissuadée parce que je n'avais pas un niveau assez élevé. » Et elles avaient un gros complexe. Et puis finalement, il s'est avéré que c'était des très bonnes élèves parce qu'elles avaient cette capacité à s'accrocher, cette persévérance et cette volonté d'aller plus loin. Donc il ne faut pas forcément être la meilleure, il faut par contre être très solide, être persévérant et être quand même un minimum rigoureux. Comment réagissent les jeunes garçons lorsqu'ils voient qu'ils sont pilotés par des filles? Alors j'imagine qu'ils ne vont pas vous dire « oh ben non, ça nous embête », etc. Ou alors au contraire, une évidence, c'est formidable, la parité, etc. Comment la réalité, moi ce que je veux savoir c'est ça, c'est la réalité au quotidien. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que finalement, eh bien c'est naturel? C'est comme dans la société, on a tout type de réactions, c'est-à-dire qu'on a des garçons qui sont comme ça, un petit peu en train de regarder, qui ne sont pas forcément très contents. Mais on a en même temps toute une génération qu'on est en train de découvrir petit à petit et qui est plutôt en train de se dire « Ah mais oui, mais comme elle est chef d'équipe, ben, je l'ai écoutée, elle nous a fait évoluer le projet d'une manière à laquelle je n'aurais pas forcément souscrit au départ, mais on va aller dans cette direction. » Et donc on voit que c'est l'avantage de ces équipes mixtes, c'est-à-dire qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à ces méthodes un peu où on a à la fois des garçons et des filles qui travaillent ensemble, parce qu'il faut que les garçons apprennent à respecter les filles apprennent à se faire écouter et elles se sentent parfaitement légitimes pour le faire. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire passer comme message sur ces sujets. Alors, qu'est-ce que vont gagner les lauréats 2024 ? Ils vont gagner 250 € de chaque cadeau, ce qui, à cet âge-là, est sympathique. À tout âge, hein. Oui, tout à fait. C'est vrai, vous avez raison. Et puis ensuite l'accompagnement pendant au moins 1 an, parfois 2 ou 3 ou 4 ans. Donc on les invite ensuite tous les ans à Paris à travailler avec des experts, des chercheurs comme ce que vous évoquiez, et à ensuite rencontrer des gens de BPI France, qui est un de nos partenaires phares, pour leur donner des pistes sur comment développer leur projet. Donc à ce titre, par exemple, je suis très contente parce que ce qu'on va dévoiler en avant-première. Allez-y. Ce qu'on va dévoiler quand même mercredi, c'est qu'un projet de lauréat de l'an dernier, qui est des mômes de Martinique, qui avaient inventé un filtre par gravité média séparée, censé filtrer le chlordécone de l'eau, parce que vous savez qu'on a un gros problème en Martinique avec le chlordécone. Ça pollue, et ça pollue. Moi, j'en avais pas conscience avant de recevoir le projet à ce point. C'est-à-dire que l'eau qui dans les sources ne peuvent pas être utilisées par les habitants. Donc, il y a un vrai problème de pénurie d'eau parfois. Et il suffit qu'il y ait une grande tempête, etc., ou un ouragan, tout est coupé. Donc, l'enjeu de trouver une façon de filtrer le chlordécone dans l'eau, c'est résoudre un problème, notamment en temps de crise, un problème grave pour eux. Bon, alors on a reçu ça, on était fascinés par l'idée, le fait qu'ils aient l'idée, mais ça y est, on a reçu la semaine dernière les résultats du laboratoire Terrana, qui est le seul en France expert sur ce sujet. Et devinez quoi ? Ils financent ? Les résultats, chlordécone filtré à 100%. Résultats... Donc ils vont investir sur le projet alors ? Ouais. Génial. Ça veut dire que ces jeunes-là vont pouvoir inventer en fait un projet qui va ensuite se poursuivre à la suite de leurs études et pouvoir aider en l'occurrence, enfin on l'espère. Oui, en fait ils ont créé une association pour réussir à la faire avancer, mais oui absolument. Donc ils ont une solution qui peut être probante pour la Martinique, mais pas que, pour toutes les Antilles et pour beaucoup d'autres pays où on a ce problème de chlordécone qui se pose avec des filtres pas chers du tout qui permettent de résoudre ce problème de pollution de l'eau. On parlait de l'inclusion, c'est aussi un sujet qui vous est cher. Oui. Une façon de pouvoir dire aussi que tous les enfants ont accès évidemment aux sciences bien entendu et à ce concours en particulier. De quelle manière vous pouvez les inclure justement dans ce projet ?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que de facto, le process même du concours fait que ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que volontairement, j'ai fait un processus de participation au concours simplifié et dès lors, on a actuellement une très très forte proportion de collèges en zone REP, REP+, qui participent. Donc beaucoup d'enfants issus de milieux sociaux défavorisés participent. C'est même une des caractéristiques du concours. Je pense qu'aujourd'hui, on est le seul concours au niveau scientifique et technique qui puisse revendiquer le fait d'avoir autant d'élèves qui sont issus de ces milieux sociaux défavorisés parce qu'on a un processus de participation simple. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils font la démonstration de cette capacité à innover. On n'a pas besoin d'être le meilleur de la classe pour réussir. Au contraire, mais il faut par contre une certaine forme encore une fois, de rigueur, de persévérance, etc. Et l'autre élément, c'est qu'on a aussi créé à la demande de Soprasteria un concours pour, un prix pour les élèves en situation de handicap. Et ce prix, donc là aussi, présente la caractéristique de fonctionner sur la mixité des élèves valides aux côtés d'élèves qui ne le sont pas, et ça donne une dynamique formidable. Une dynamique formidable de groupe, j'imagine. Quelles sont effectivement toutes les qualités que l'on va rechercher chez ces jeunes et qui permettent une innovation, en tout cas un élan novateur très fort? Ce qu'on va rechercher chez eux, c'est la capacité à observer, si vous voulez, regarder des choses qui sont autour de vous et se poser la question, mais comment est-ce que je peux apporter une solution? Et comment est-ce que j'observe, c'est le début de toute démarche scientifique. La capacité d'observation et ensuite l'imagination, la créativité sont des éléments fondamentaux. C'est ça qui est le cœur de ces démarches, c'est la créativité que l'on applique d'une façon un petit peu rigoureuse. Ça pourra jouer, vous voyez, au grand oral, dans leur dossier, de parler de Science Factor? Ah oui. Enfin, c'est pas que ça pourra jouer, mais en tout cas, ça les aide beaucoup. Et c'est vrai qu'un des gros avantages de Science Factor pour le moment, et jusqu'à présent, c'est que tous les élèves qui sont passés par Science Factor, en 3e notamment, ont des super notes en brevet parce que ça les familiarise avec tout un processus de travail sur projet. Voilà, et ça amène les filles surtout vers les matières scientifiques pour lesquelles elles se croyaient souvent pas légitimes. Absolument, on a beaucoup d'exemples de jeunes filles qui pilotent des projets dont certaines se destinaient à être peut-être kiné ou peut-être médecin, etc. Et c'est notre plus grande fierté quand ça vient de leur cœur, on leur impose pas. Elles se rendent compte que finalement elles ont leur place dans ces métiers et qu'elles peuvent y apporter des choses assez épatantes. Merci beaucoup Claudine Schmuck d'avoir été avec nous. Vous êtes fondatrice du concours Science Factor, je le rappelle, mercredi 20 mars, donc avec 7 inventions scientifiques et citoyennes qui seront mises à l'honneur, toutes pilotées par des filles, avec des équipes. Tout cela qui se passera dans le campus Lunowaï. Merci d'avoir été avec nous Claudine Schmuck. On va retrouver tout de suite Guillaume Ouattara pour sa chronique. Guillaume, pour votre chronique, vous avez décidé de faire la lumière sur la polémique autour de Aya Nakamura au JO. Eh bien oui, souvenez-vous, la semaine dernière, des bruits de fond commençaient à dire qu'Aya Nakamura serait peut-être la chanteuse de l'ouverture des Jeux Olympiques et qu'elle viendrait incarner une chanson d'Édith Piaf. C'est en tout cas, selon les proches d'Emmanuel Macron, l'une de ses volontés, rien d'officiel, rien d'écrit dans le marbre, personne ne confirme ni n'infirme, mais à l'annonce de cette possible Aya Nakamura en chanteuse de Piaf pour l'ouverture des JO, il y a eu un torrent de réactions. Alors des réactions qui critiquaient le style musical d'Aya Nakamura. On a entendu sur beaucoup de plateaux TV, par exemple, qu'elle ne savait pas chanter. Puis des réactions clairement racistes, conservatrices, mais racistes, avec notamment des affiches avec des slogans racistes déployés dans certaines villes. Bref, haro sur Aya Nakamura, la chanteuse. Un soutien de poids ce matin au micro de France Inter, c'est Bruno Le Maire. Je suis fan, je défends la très belle idée de voir Aya Nakamura chanter Édith Piaf. Au contraire, pour moi, c'est profondément français. C'est-à-dire un esprit de panache, de l'audace, et certainement pas le renfermement sur soi. Aya Nakamura qui chante Édith Piaf, c'est profondément l'esprit français. Vous écoutez Aya Nakamura parfois? Non, sais pas forcément le genre de musique que j'écoute beaucoup. Vous êtes fan, mais vous écoutez pas? Si, parce que j'ai des enfants, 4, et eux l'écoutent, et je trouve que c'est un geste plein de panache, donc c'est un geste très français, de demander à une grande star comme Aya Nakamura de chanter Édith Piaf. C'est la France qui se réinvente, pas la France qui regarde derrière.
Et alors hier, Guillaume, vous avez eu la chance d'assister à la dernière de Fabrice Lucchini qui proposait un spectacle autour de La Fontaine et le confinement. Et quelque chose vous a marqué, racontez-moi. Ce qui m'a marqué, c'était la capacité qu'a Fabrice Lucchini à rendre complètement prosaïque, terre à terre, des textes de Pascal, de La Fontaine et à les rendre vraiment très abordables. Il fait par exemple Maître Corbeau sur un arbre perché, mais en verlan. Maître Brecot sur un brehard chez Père, etc., etc. Eh bien, je me suis demandé si l'inverse pouvait fonctionner. Si le texte d'Aya Nakamura, qui est vivement critiqué, peut être interprété avec l'iris, puisque il y a eu beaucoup de mépris de classe dans cette affaire, de chroniqueurs médiatiques qui citaient du Aya Nakamura et Hello Papi, mais qu'est pas ça, comme s'il s'agissait d'une chienlit littéraire. Eh ben moi, je vais vous prouver qu'avec un peu de musique, on arrive à faire quelque chose de beau de ce texte. C'est parti. Hello Papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Oh ya ya ya, mais c'est pas vrai. Mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est si peu. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Dja-Dja. Y a pas moyen, Dja-Dja. Je suis pas ta catin, Dja-Dja, genre. En catcha, na baby, tu dettes ça. Oh, Dja-Dja. Y a pas moyen, Dja-Dja. Je suis pas ta catin, Dja-Dja. En catcha, na baby, tu dettes ça. Tu penses à moi? Je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te ferai pas la morale. Tu parles sur moi, y a R. Tu craches encore, y a R. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. De toute façon, Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas te chauffer. Tu jouais les grands frères pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Dja-Dja. Y a pas moyen, Dja-Dja. Et ben voilà. Fantastique, je suis fan. Voilà. Est-ce que je peux vous produire mon Guillaume? Avec grand plaisir. Et on se rend compte, pardon, que ce texte, il a du sens, il a de la mélodie, que quand c'est chanté, hein, mais quand c'est posé, déclamé, oh Dja-Dja, il n'y a pas moyen, Dja-Dja. En catcha, na baby, tu dettes ça. Alors j'ai appris que le catchana, il paraît que c'est une position sexuelle, donc c'est pas bien. Mais oui, vous vouliez d'ailleurs évoquer d'autres artistes qui n'ont pas forcément connu la gloire de leur vivant. Oui, parce que l'histoire de fond derrière Aya Nakamura, c'est quand même l'histoire d'une artiste populaire, mais qui n'est pas forcément reconnue par ses pairs. Eh bien, ça nous rappelle par exemple l'histoire de Vincent van Gogh, peintre néerlandais autodidacte né en 1853, qui a produit quand même 900 tableaux et plus de 1500 croquis. Eh bien, de son vivant, il n'aurait vendu que 3 tableaux. Tout le reste, ça a été diffusé après sa mort. Autre exemple, vous connaissez peut-être la série Millennium, vous savez, les livres Millennium, écrits par Stieg Larsson. Eh ben, c'est un auteur qui est né en Suède en 1954. Il meurt en 2001 et il n'est pas encore publié. Ses ouvrages Millennium ne sont pas encore publiés, qu'il décède, et c'est finalement à titre posthume qu'il va connaître la gloire. Autre auteur, Kafka, qui était pareil, dont on connaît très bien les métamorphoses. Eh bien, il a été publié qu'une toute petite partie de son travail quand il était vivant. Il ne voulait pas que ses manuscrits voient le jour, et c'est finalement son ami et exécuteur testamentaire Max Brod qui va lui donner la notoriété qu'on lui connaît. Il en va de même, il y a plein d'exemples. Mary Shelley et son œuvre Frankenstein, elle n'était pas du tout appréciée jusqu'à il y a quelques décennies, alors que ça a été un roman majeur. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'Aya Nakamura est à l'image de Mary Shelley, Galilée aussi, qui a même été jugé pour ses thèses, parfois jugées comme conspirationnistes, ou encore Franz Kafka. C'est une grande artiste, critiquée de son vivant. Bon, on va pas parler de sa mort, mais en tout cas, qui va sans doute connaître la gloire. Elle a connu la gloire quand même. Elle a connu la gloire, mais elle a connu également le mépris. Elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte, mais elle a surtout connu le mépris de ses pairs, comme beaucoup, et c'est sans doute à ça qu'on reconnaît les grands artistes. Terminons sur Édith Piaf, puisque la comparaison est faite sur Édith Piaf, qui représenterait la France telle qu'on la connaît, la grande France. Ben, Édith Piaf, elle était quand même extrêmement critiquée dans les années 30, 40 encore de son vivant. Critiquée pourquoi? D'abord pour ses prétendus liens avec le régime nazi. On se rappelle que pendant la guerre 39-45, elle est passée par l'Allemagne. Alors, elle a été réhabilitée après la guerre. Elle a notamment aidé à sauver. Mais pendant la guerre, on s'est demandé si elle n'était pas un petit peu collabo.
elle ne l'était pas. Ça a été démenti. Et puis surtout, sa fin de vie. Édith Piaf a quand même été lâchée par énormément de monde. Elle est morte à l'âge de 47 ans. Épuisée par l'alcoolisme, épuisée aussi parce qu'elle était accro à la morphine. Donc, cette artiste dont on veut faire un grand étendard, eh bien, un peu comme Aya Nakamura, était de son vivant beaucoup critiquée. Comme dirait l'autre, il n'y a pas moyen, Dja-Dja. Il n'y a pas moyen, Dja-Dja. En tout cas, elle est en pleine gloire et elle est encore là. Merci beaucoup pour cette chronique, Guillaume. Et bravo, je note que vous êtes aussi très bon comédien. Slammer, mais très bon comédien. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et découvrir l'invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Yoann Huget. Bonjour Yoann. Bonjour. Alors, tu es un ancien rugbyman, évidemment, tout le monde te connaît. Tu as passé la plus grosse partie de ta carrière au Stade Toulousain, avec lequel tu as remporté 3 boucliers de Brennus. Je ne sais pas ce que c'est, donc tu peux m'expliquer. Non, c'est le titre de champion de France comme au foot. Et le bouclier de Brennus, en fait, représente la fin de saison et d'être champion de France, tout simplement. 62 sélections en équipe de France. C'est ça. Le chiffre est bon. Tout est bon. Bref, une superbe carrière, c'est pour ça que tout le monde te connaît. Est-ce que c'est pas trop dur déjà d'avoir arrêté ? Alors, tout le monde me connaît, je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus exemplaire et discipliné possible dans ma profession et dans ma passion. Et ensuite, le fait d'arrêter, ça a été un choix, parce que j'étais arrivé au bout et je pense qu'il est temps de, à un moment donné dans ta vie, de prendre certaines décisions. Avec quel âge quand tu as décidé d'arrêter ? 33, 34 ans. Et j'ai 2 petites filles. Et donc, du coup, tu sais, les passions, ça te permet de t'épanouir personnellement, mais tu laisses de côté un peu pas mal ta famille. Et mes filles me manquaient terriblement, donc j'ai fait ce choix-là. Et en termes de reconversion, comment ça se passe ? Tout était... On dit qu'il faut préparer sa reconversion, mais c'est assez dur, parce qu'on est à 200%, on voyage beaucoup. On est en déplacement pendant 6 mois quasiment de l'année. Et quand j'ai arrêté, j'ai pris le soin de passer un master en droit économique et sportif, pour justement, comme j'étais sorti un peu du parcours scolaire assez tôt, de me remettre un peu et d'apprendre. C'était dans le but d'exercer quel métier ? De rester dans le sport, toujours connecté au sport, mais de l'autre côté, pas forcément être entraîneur, qui est la suite logique d'un joueur et facilité logique, je sais pas, mais en tout cas, je voulais être plus dans une forme de management, mais conseil. Non, juste dans le sport et surtout avoir un plan, tu sais, sur 4 ans, baser un club avec des objectifs. Et c'est ça qui était le plus important pour moi, d'avoir quelque chose à long terme. Et travailler dans les médias, c'était une option obligatoire. On a l'impression que c'est le passage des grands joueurs une fois que la carrière est terminée. Non, les médias, en fait, ça te permet d'avoir cette liberté, justement, de pouvoir passer des diplômes, des formations. Et les médias, on parle déjà de quelque chose que l'on connaît, donc c'est assez facile. Mais pour moi, ça a été un passage naturel, sans forcément me poser plus de questions. Exactement. Et là, on te retrouve sur Sud Radio ? Sud Radio et un peu Canal+. Ok. Et dans les prochains mois, les projets, c'est ? Alors écoute, les prochains mois, je suis sur Paris, il y a les JO qui arrivent. Ça va être une expérience extraordinaire pour les sportifs, anciens sportifs, comme à rassembler l'équipe de France de rugby lors de la Coupe du Monde. C'est un rassemblement de passionnés autour du sport et on va vivre tous ça ensemble et ça va être génial. Et là, du coup, on te retrouve sur Canal encore ? Canal, non, là, sur l'instant, je fais juste des conférences en entreprise, sur la transversale entre le milieu de l'entreprise et le sport. Et Sud Radio également, et des enfants à plein temps. Là, on va arrêter de se projeter, on va faire un petit retour en arrière. Déjà, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Ariège, à côté de Toulouse. À Pamiers ? Ouais, pourquoi tu fais cette tête là comme ça ? À Pamiers, exactement, à Pamiers. Je ne connaissais pas. Ton enfance là-bas, c'était comment ? Mon enfance, elle était extraordinaire. L'école, des amis qu'on a le plaisir de rencontrer et d'avoir des amis aujourd'hui pour la vie. Je les ai encore là. Depuis, je les ai connus en primaire. Ah oui. Et ils sont témoins de mon mariage et on est toujours en contact. Tu as que des bons souvenirs de l'enfance ? Que des bons souvenirs. J'ai vécu une enfance paisible,
qui était rythmé entre l'école et le sport. Et 2-3 bêtises par-ci par-là. Donc, c'est quoi des bêtises? Non, mais j'ai pas été un enfant, je pense, turbulent. J'ai été un enfant qui adorait la nature, qui adorait courir et on cherchait. Voilà, on avait tous des vélos, on faisait des promenades en vélo qui pouvaient durer 3 heures et ensuite on a eu les scooters aussi. On a mis beaucoup d'essence. Voilà. Ton enfance a aussi été marquée par le départ de ton papa? Ouais. Comment tu as vécu cette période? Le départ de mon papa, en fait, mes parents sont séparés assez tôt et j'ai eu un beau-père qui a pris cette relève-là et qui a été extraordinaire dans son éducation où je n'ai pas senti que je n'étais pas son fils, justement. Il m'a transmis sa passion. Sa passion, c'est le rugby? Le rugby, bien sûr. Donc je l'accompagnais tous les dimanches au sport. Il m'entraînait aussi au rugby. Donc on avait vraiment cette relation. Il a réussi à combler un peu ce rôle de père qui était parti. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. J'ai un petit frère et une grande sœur. Donc tu étais au milieu? Moi, je suis au milieu. Quelle relation tu as entretenue avec eux? J'entretiens toujours la relation. Bizarrement, je ne sais pas si c'est dû peut-être à mon sport ou mon éducation, mais j'essaye d'avoir ce rôle de... Ma sœur va pas aimer ça, mais de grand frère pour tout le monde, en fait. Tu vois, donc j'essaie de prendre soin d'eux, de savoir comment ils vont, de les appeler assez régulièrement et de savoir si tout va bien. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Yohann Huget pour la suite de Souvenirs d'écoliers. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis pas ta catin, déjà. En Katchana Baby, tu dettes ça. Oh, j'adore. Je suis fan. Merci. Vous savez, c'est comme les enfants. Ça y est, c'est vendu. J'achète. Les enfants qui ont une passion, mais on n'ose pas leur dire qu'ils savent pas vraiment cuisiner, donc on mange quand même. Histoire de... Non, je suis très mauvais comédien. À la réalisation aujourd'hui, je remercie Romain Luc, pardon. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré, Laura Girard et Roxane Sarfati à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.